commencer, je voulais remercier un petit peu tous les gens qui étaient venus, notamment Igor, mon petit frère, pour le film, Manu qui m'a aidé sur l'Auria, et bien sûr Abel qui nous a aidé à trouver des informations, qui fait des études d'histoire et qui nous a un peu aidé sur la documentation historique de ces petits personnages. Donc pourquoi on est là aujourd'hui, hein? On est là parce que on veut vous parler d'un personnage, en fait de deux personnages. D'abord Maurice Barrès, là où on est sur sa place, et ensuite de Jeanne Laloy. Alors qui est Maurice Barrès? Je vais tenter de vous le présenter. Donc c'est un homme qu'on n'aime pas, je vous le dis tout de suite. C'est un homme qui est connu pour deux choses: être un ultranationaliste, un homme raciste et un antisémite. Et pour ces raisons-là, on ne souhaite pas qu'il y ait des places à son nom. Alors, rapidement, il est né le 19 août 1862 et est mort en 4 décembre 1923. Il a fait des études de droit près de Nancy et il a commencé à écrire dans des journaux et des romans. En 1882, il va, dans ses premiers journaux, expliquer aux Français qu'il y a trois peuples qui guident la civilisation: les Français, les Anglais et les Allemands. Donc, dès le début de sa carrière, en fait, il va avoir déjà des envies nationalistes et considérer qu'il y a des peuples au-dessus des autres qui peuvent guider les autres peuples. Et c'est une bonne introduction de la vie à ce personnage. Et toute sa vie va être à peu près comme ça. Un mot sur sa littérature. Je ne suis pas du tout en littéraire, donc je pas grand chose à dire. Il a écrit des romans sur la nation. Il a écrit beaucoup de récits de voyage et il va avoir une spécialité. Il va faire de l'esthétique du culte du moi. C'est quelqu'un qui va avoir le culte du moi, et donc c'est un culte du moi un peu esthétique qui va s'orienter sur un moi géographique, un moi religieux et au final un moi racial. Voilà. Évidemment, ce moi doit se protéger contre les autres, contre les envahisseurs, et peu à peu, il va défendre le culte du moi sur un culte du moi nation, et il va rentrer dans sa deuxième grande catégorie littéraire qui va être le moi nation, et donc il va écrire un roman qui va faire date, qui s'appelle Les Déracinés en 1897. Et voilà. Qu'est-ce que c'est que Les Déracinés? C'est un roman qui va placer deux grands concepts forts: la terre et les morts. Et donc on va avoir le début un petit peu du nationalisme tel qu'on l'a. La terre, les frontières, qui évidemment n'ont jamais bougé pour ces gens-là, et les morts, c'est-à-dire que le sang, voilà, le sang français qui doit se reproduire d'année en année, enfin de génération en génération, comme s'il y avait un seul sang français et un seul territoire français. C'est la pensée nationaliste. Et quand on parle de Maurice Barrès, si vous regardez cette plaque, vous allez voir que c'est un membre de l'Académie française. Et on ne dit pas qu'il a été député, on ne dit pas que ça a été un homme politique d'extrême droite, on ne dit pas qu'il a fait partie de tous les partis d'extrême droite de l'époque, et on oublie son caractère politique. Voilà, comme si on avait séparé l'homme artiste du politique. Nous, on ne veut pas oublier cette partie-là. Voilà. Donc toute sa vie va être marquée à l'extrême droite, d'accord. Il va faire partie de la Ligue de la Patrie, puis il va être président de la Ligue des Patriotes, d'accord. La Ligue des Patriotes, ça va être le parti qui va soutenir le mouvement boulangiste, d'accord, qui vont tenter de faire un coup d'État d'extrême droite. Je n'ai plus l'année, mais je pense qu'il a rien peut-être. Voilà, c'est l'extrême droite. Il va être élu député en 1889 à Nancy au terme d'une campagne complètement fasciste. Alors pardon, je ne vais pas utiliser le terme fasciste parce que c'est un mauvais rapport historique, mais une campagne extrêmement antisémite. Chose intéressante, il va avoir sa campagne financée par deux types de personnes: l'Est républicain, qui est un journal pas très nationaliste, mais vaguement républicain, mais aussi par des royalistes, voilà. Notamment le duc de Polignac qui va le payer. Et du coup, il y aura une embrouille entre les pseudo-républicains de l'Est républicain et les royalistes, voilà, qui l'ont soutenu. Bon, c'est un piètre député, hein, il n'y a pas beaucoup de ses discours vont marquer l'histoire, mais il y a quand même quelques points qui nous précisent un peu le personnage contestable qu'il était. Alors, oui, un point à noter: en 1906, il rentre à l'Académie française, d'accord. J'aimerais beaucoup vous parler de l'Académie française et ses problèmes divers et variés, mais je crois qu'on va faire court. Et surtout, il va être député de Paris, et notamment du 1er arrondissement, ici, de la circonscription d'Aire.
Dans les discours qu'il va tenir, il va d'abord avoir un discours totalement anti-Dreyfusard. Hein. J'en reviendrai tout à l'heure là-dessus, mais ça va être un de ses moteurs et un de ses bastions. Il va évidemment, après 1905, être choqué de cette loi, et donc il va faire un discours pro-Église catholique, extrêmement virulent. Il va faire en 1908 des discours pour la peine de mort, hein, on est bien dans le même personnage. Il s'oppose évidemment à Jaurès quand il s'agit de mettre au Panthéon Émile Zola, un écrivain qui s'occupait des pauvres et des juifs. Évidemment, il ne pouvait pas l'accepter. Et surtout, pendant la Première Guerre mondiale, dès 1914, il va passer 4 ans à écrire dans un journal, l'Écho de Paris, des articles à la gloire de la guerre. Ça va être un propagandiste infatigable de la guerre, de la Première Guerre mondiale. Il va faire des articles à l'ode des militaires qui font bien de donner leur sang pour la patrie et la France. Voilà. Le Canard enchaîné, à l'époque, le désignera comme chef des bourreurs de crâne. Déjà, vous l'avez remarqué. Voilà, donc dans ses amitiés, rapidement, hein, évidemment, il va être énormément influencé par Jules Soury, qui va être un scientifique qui va penser le racisme, voilà, qui va écrire beaucoup dessus. Ce sera un grand ami de Maurice Drummond, hein, un écrivain antisémite français très connu qui a écrit La France juive, et de Charles Maurras, antisémite notoire, raciste et royaliste. Ils s'écriront beaucoup, voilà, c'est une longue amitié avec les royalistes. Un mot sur l'affaire Dreyfus. À l'époque, les jeux de droite et gauche n'étaient pas aussi marqués que ça l'était. Blum va tenter de lui dire de signer un appel pour défendre Dreyfus. Évidemment, il va refuser. Il ne voudra pas signer avec Zola parce qu'il considère que, je cite, Zola n'est pas français. Du coup, on ne va pas écouter cet homme-là parce qu'il n'est pas français. On parle de Zola. Voilà. Et sur l'affaire de Dreyfus, il dira très clairement que Dreyfus est capable de trahir. Je le conclus par sa race. Voilà. Donc il n'y a plus de débat sur l'antisémitisme de cet homme-là. C'est clair, il le dit, ses amitiés le disent, ses partis dans lesquels il a fait partie le disent, c'est un homme antisémite. Et nous n'en voulons pas. Voilà. Moi, ce que je voudrais vous dire ce soir, c'est que les antisémites n'ont pas leur place au sein de Paris, ils n'ont pas à avoir des noms de place à leur nom. Je considère que c'est une insulte pour la République, pour la France, pour la communauté juive et pour tous les amoureux de la liberté. Voilà, c'est quelques petits mots d'introduction pour Et du coup, en signe de protestation, je vais vous proposer de renommer cette place, d'accord? Est-ce qu'on renomme maintenant ou est-ce que tu fais le discours avant? Ah bon, on fait le discours avant alors. Et donc, Patricia, qui va nous dire qui était Jeanne Laloé. Bonjour à toutes et à tous et merci d'être là. Avant de vous dire qui était Jeanne Laloé, je crois que je ne résiste pas à la géographie politique dans laquelle nous sommes ici. Nous sommes dans le 1er arrondissement, pas très loin du 8e, et c'est vrai que nous sommes tout près d'une part de l'Élysée, rue Faubourg-Saint-Honoré, et je voudrais dire que nous en avons un peu assez de ce président de la République en marché, notre Emmanuel Macron, un peu terrorisé à l'idée que les gilets jaunes puissent venir le chercher. On a beaucoup scandé, peut-être vous avez été un peu dans les manifs, Emmanuel Macron, président des patrons, on vient te chercher chez toi. Et il nous dit aussi, ce président, qu'il va abandonner sa retraite de président, mais c'est vrai que vu ses liens avec la finance mondialisée, on n'est pas trop inquiet pour lui. Et nous sommes aussi assez près finalement de la place Beauvau. Et nous en avons aussi assez des violences policières que nous subissons à chaque fois que nous descendons dans la rue pour défendre le droit de manifester et pour lutter contre la réforme pour la retraite à points. Pour lutter contre les fins de mois difficiles ou pour le climat. Et nous sommes aussi très près, derrière, là-bas, la place Vendôme, du ministère de la Justice. Et nous en avons assez aussi de subir des injustices de plus en plus nombreuses, le manque d'indépendance de la justice française et peut-être la dérive vers le lawfare. Mais nous sommes aussi, si vous voyez derrière Dior, un peu plus loin Chanel, ici Paco Rabanne, au plein milieu du commerce de luxe de la haute bourgeoisie, alimenté par exemple, je pense parce que je vois Dior, par un certain Bernard Arnault, PDG de LVMH,
LVMH, au passage, 47 milliards de ventes en 2019, un résultat net de 7 milliards d'euros, enfin j'en passe. Il est passé de la 3e fortune mondiale à la 2e fortune mondiale, avec un gain de 41 milliards d'euros, soit plus de 141% d'enrichissement. Alors il me semble que tant qu'on n'aura pas dégagé ces Bernard Arnault et tous ces magnats du capitalisme mondialisé, nous ne pourrons pas décider nous-mêmes. Et les femmes, je vais en venir ici au choix que nous avons fait, car les femmes, nous le savons toutes et tous, sont les premières victimes des inégalités, des violences de toutes sortes, de la confiscation du pouvoir par les hommes. Et c'est pourquoi nous avons choisi précisément de renommer cette place en choisissant une jeune femme, enfin une femme jeune qui était jeune, au moment où elle a posé sa candidature à la mairie de Paris en 1908. À un moment, 1908, où le droit de vote n'était pas reconnu aux femmes. Et c'est donc un peu pour célébrer le combat du droit de vote pour les femmes que nous avons choisi donc de nommer cette place Jeanne Laloé. Alors, moi je ne suis pas du tout historienne et quand je suis face à Mathilde Larère, je suis extrêmement ennuyée, mais grâce à Abel et Thomas, on a pas mal d'éléments sur Jeanne Laloé, donc je vais essayer de retracer très rapidement quelques éléments de cette femme peu connue. Hein, il faut le dire, elle a l'air peu connue. Alors elle est née en janvier 1885 à Villers-Cotterêts, d'un papa brigadier de gendarmerie et d'une maman sans profession. Et issue donc d'un milieu assez modeste, mais quand même pas nécessiteux, elle s'est engagée très vite dans le journalisme et dans un combat féministe. Je vais la citer de temps en temps. Elle dit elle-même, et vous verrez que toute ressemblance avec l'époque actuelle est vraiment totalement fortuite. Hein. Il s'agit d'un état de choses dont j'ai eu conscience, nettement conscience, lorsque j'ai commencé à sentir autour de moi l'étreinte des préjugés, des malveillances, des lâchetés, des ostracismes qui me paralysaient dans mes efforts. Jeanne Laloé, donc, avant sa candidature, collabore à différents journaux. Bon, je vais en citer quelques-uns. Le Matin, L'Intransigeant, Paris Journal, des journaux plus ou moins à gauche selon les cas. Elle écrit quelques articles, elle mène quelques reportages. Et un jour, nous dit-elle, je faisais je ne sais plus quelle recherche pour un article austère. Les hasards de la documentation firent tomber sous mes yeux le texte de la loi du 5 avril 1884. Sont électeurs tous les Français âgés de 21 ans, accomplis, et n'étant dans aucun cas d'incapacité prévue par la loi. J'eus la curiosité, dit-elle, de chercher quels étaient les infortunés qui se trouvaient dans un cas d'incapacité électorale. Quelle ne fut pas ma surprise lorsque je constatais que nulle part il n'était fait mention des femmes. Avec l'aide de Maria Véronne, avocate, première femme à plaider en 1907, je pense, Jeanne Laloé résolut de poser sa candidature dans le 9e arrondissement, quartier Saint-Georges. Pas dans le premier, c'est vrai. Cette histoire fait le tour des journaux. Il est évident que la plupart, il y a du vent, résolument anti-féministe, hein, se gausse, et c'était une assez jolie femme, cette Jeanne. Alors il se gausse de cette charmante jeune femme dont on s'occupe moins de la couleur politique que celle de ses cheveux qui, assure-t-on, sont d'un blanc éclatant. Et où suis-je ? Voilà. Donc à partir de là, ça c'est le Figaro en 1908 qui le dit. Mais enfin je me rappelle il n'y a pas si longtemps que ça, une fois à l'Assemblée, quand dans l'autre gouvernement, une certaine Cécile Duflot présentait un projet de loi et un député s'est exclamé sur la beauté de sa robe. Donc c'est vrai qu'on connaît encore ça aujourd'hui. Alors peu de journaux s'engagent derrière elle, ceci dit Le Matin, L'Humanité, souligne l'importance de cette candidature et lui apporte son soutien. Elle mène une campagne motivée, peut-être un petit peu naïve, parce qu'elle dit, par exemple, « Je m'attendais bien à des résistances, mais à des résistances enjouées. Et si je prévoyais des objections, je pensais qu'elles se présenteraient sous forme de plaisanterie. Pas du tout. Je n'étais pas de force à lutter contre mon adversaire, c'était Paul Escudier, rompu aux usages de la vie publique. » Cela n'empêche pas, malgré toutes ces résistances, d'obtenir 987 voix, on n'est pas, bon, sur les 4000 votants qu'il y avait. Et malgré les petits messages, vous voyez, de vote du style « Ah oui, je vote pour Jeanne Laloé, signé un électeur qu'elle électrise ». Ou un autre qui nous dit « Je suis un électeur étonné qui, si jeune, elle en soit déjà au 9e arrondissement ». Alors, ensuite, Jeanne va continuer
son travail de journaliste, hein, on le voit à peu près. Elle ose différents reportages vécus. Alors je sais qu'on est un peu pressé, mais en 1909 par exemple, elle se déguise en vieille femme et mendie aux abords du Palais Bourbon pour voir si les députés, qui venaient d'avoir une augmentation, c'était passé de 9 000 à 15 000 francs leur indemnité, pouvaient faire preuve de générosité. Un seul député lui jette des sous et elle est arrêtée pour mendicité. Vous me direz, maintenant on arrête aussi des gens qui sont au théâtre derrière le président et qu'on accuse aussi d'entraîner des manifestations non déclarées. Donc finalement, là encore, les choses ont bougé, mais pas tant que cela. Une fois, elle se fait passer pour une lycéenne et suit les cours au lycée Fénelon, et elle est abasourdie par l'éducation dispensée aux jeunes filles, que l'on éduque, selon elle, loin des matières qui sont vraiment utiles. Donc là aussi, ces histoires-là sont subies, on en parle un petit peu dans la presse. Ensuite, on va beaucoup moins parler de Jeanne Lalloué, elle s'intéresse aussi à l'aviation, elle vole un petit peu avec certains pilotes connus à l'époque, et puis elle tombe gravement malade, elle se remet sur pied, et puis elle se marie, alors qu'elle-même disait que les femmes passent sans transition d'un état de servitude à un autre état de servitude, du foyer familial au foyer matrimonial. Elle vit alors à Nice, dans la villa Mondésir, ce que je trouve assez joli quand on se marie. Et ensuite, on la perd un petit peu de vue. Alors, juste terminer, et elle meurt en 1954, dans un petit village du Doubs. On peut dire que Jeanne Lalloué, certainement, finalement, parce que son parcours, on ne le connaissait pas, et on l'a découvert, est intéressant, et elle mérite de sortir de l'anonymat et finalement de siéger ici, sur cette place tout à fait emblématique. Et je vais finir en vous disant que cette jeune femme, quelques semaines après sa défaite, donnait sa vision, une certaine vision du féminisme. Et je trouve que c'est pas mal sa citation. Au début de l'unique réunion que j'ai tenue lors des élections, j'entendis ce propos. C'est cette petite-là qui se présente, mais elle a l'air bien trop femme. C'était une femme qui parlait ainsi, sur un ton de surprise presque scandalisé. Eh bien, aucune approbation n'aurait pu me faire plus plaisir que cette critique. Le féminisme ne doit pas être un recul, pardon citoyens, une tendance vers la virilité. Nous ne devons pas vouloir imiter les hommes, mais les égaler. Il est absolument inutile de se couper les cheveux, de s'aplatir la poitrine et de s'équarrir les hanches pour devenir une féministe. C'est ridicule et ça ne sert à rien. Quant à moi, s'il y a quelque chose que je n'ambitionne guère, c'est de porter la culotte. Et qu'on ne vienne pas me dire que j'ai remporté une veste. Alors continuons la lutte, camarades. Si nous avons gagné en France le droit de vote, assez tard d'ailleurs, hein, 44. Le droit de disposer de nos corps, particulièrement dans les années 70, d'une soi-disant égalité professionnelle, mais on sait ce qu'il en est. Et aussi, si nous luttons de plus en plus contre toute forme de violence et de sexisme, ô combien les femmes de ma génération savent que rien n'est jamais acquis. Longue vie à la place Jeanne Lalloué. Un petit mot, mais vous avez dit énormément de choses. Moi, j'aimerais bien, du coup, voir les belles illustrations. Donc là, c'est Jeanne Lalloué ou pas? Ouais. C'est Jeanne Lalloué, donc là, vous voyez l'illustration. Moi, je trouve que votre initiative, eh bien, je la salue et c'est extrêmement important, je pense. Et pour nous, dans Décidons Paris, eh bien, le fait de faire un travail d'éducation populaire est partie intégrante de notre programme. Parce que si on veut permettre aux citoyens et aux citoyennes de véritablement se réapproprier leur souveraineté, eh bien, il faut aussi faire tout le travail de mémoire. Et le travail de mémoire, il se fait aussi sur l'espace public. Il est totalement insupportable de voir place Maurice Barrès avec aucune explication de qui il était et simplement regarder écrivain membre de l'Académie française, alors que tout ce qui vient de vous être exposé, eh bien, doit être su. Donc je pense qu'il est important de faire ce travail de mémoire. Et deuxièmement, c'est à la fois faire le travail pour expliquer le nom de nos rues, et on a plein d'affreux personnages, hein, je veux dire, des sanguinaires de la colonisation, en passant par des théoriciens du racisme et de l'antisémitisme. Et il faut aussi réaliser une chose, les noms des rues révèle aussi à quel point la domination patriarcale est encore si forte. Parce qu'il y a très peu de noms de rues et de places de femmes, de noms de femmes. Alors je sais que dans la mandature précédente, il y a eu la volonté de donner des nouveaux noms de femmes. Mais il y a une bataille importante à mener,
qui est de ne pas non plus cantonner ces nouveaux noms de rue à des femmes artistes ou écrivaines, mais aussi à des femmes politiques. Et c'est pour ça que moi je salue votre choix, qui est justement de donner le nom à une femme qui, hélas, n'a pas été rendue connue par le travail de l'éducation nationale, par exemple, ou de la mairie de Paris, et qui pourtant a été la première femme candidate à la mairie de Paris. C'est quelque chose. Son acte de résistance, sa bataille pour conquérir l'égalité politique des femmes et des hommes, il faut la rendre connue. Et je pense que donc, si nous ne dénominons pas certaines places pour pouvoir nommer des femmes, jamais nous n'aurons la parité homme-femme sur les rues de Paris. Or, ça fait partie de la bataille. Il faut absolument banaliser que les femmes, autant que les hommes, eh bien, ont un rôle politique. Et je voudrais juste redire que dans la Révolution française, comme dans toutes les révolutions, les femmes ont toujours joué un rôle déterminant. Et d'ailleurs, une révolution peut être aboutie à partir du moment où il y a les femmes en ce moment. Il y a une révolution, moi, qui me tient particulièrement à cœur, qui est celle du Rojava, dans le nord de la Syrie, qui justement met en plus la question féministe au centre. Et pour une liste comme Décidons Paris, qui souhaite véritablement une réappropriation par les citoyens du devenir de Paris, il faut que les citoyens et les citoyennes se réapproprient aussi le passé de l'histoire de Paris, en saluant qui était donc justement Jeanne Lalloué, et comme toutes les autres femmes qui se sont battues pour l'égalité femmes-hommes et qui ont joué aussi un rôle extrêmement important dans l'histoire de Paris. Donc ça fait partie des propositions que nous avons dans notre programme, que nous adopterons samedi prochain, et c'est important de porter aussi dans la campagne, dans les actions de la campagne municipale, eh bien, ce travail de mémoire. Donc, bravo pour cette action. Maintenant, on va la coller. J'espère que le petit tabouret va suffire, je doute. Donc là, maintenant, nous passons à l'aspect sportif de l'action. L'aspect sportif de l'action, qui monte sur les épaules de qui pour pouvoir... Bravo, bravo! Bravo, bravo! Alors là, il faut se... Ouais, trop loin quand même. Allez. Et là, de manière très solennelle, nous renommons la place Maurice Barrès. Sans accident physique, s'il vous plaît. Ah merde, comment on va faire? Alors, Ça va être bien, ça va être bien. ouais, magnifique. Et voici maintenant la place Jeanne Lalloué, première femme candidate à Paris en 1908. Et bravo à toutes et à tous. À la mémoire de Jeanne Lalloué.